Bonjour à toutes et à tous. Les élections départementales sont peut-être les élections les plus originales qui soient sur le territoire français. Issues d'une histoire séculaire, ces élections cherchent à concilier équilibre entre les partis, parité stricte entre les femmes et les hommes et équilibre territorial sur des périmètres qui ont été construits en cohérence avec les lieux de vie et de déplacement des habitants. Eh bien, si vous voulez comprendre à quoi sert votre vote et comment fonctionnent les élections locales au niveau de votre département, cette vidéo est faite pour vous. Bienvenue sur la Territo, la chaîne qui vient vous faire prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales. Tout d'abord, et avant même de parler de ces élections, mettons-nous d'accord sur leur nom. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion d'observer, lors d'un débat enflammé sur les collectivités territoriales, à l'occasion d'une réunion de famille ou d'un coup à boire avec des copains, tout le monde n'utilise pas le même terme. Si vous creusez un peu la question, vous verrez que la scission est clairement générationnelle. Et oui, si jusqu'aux élections de 2011, on parlait d'élections cantonales, qui permettaient d'élire les conseillers généraux qui siégeaient dans des conseils généraux, après de nombreux remous politiques dans les années 2010 qui ont quasiment conduit à la disparition des départements, aïe aïe aïe. Depuis les élections de 2015, on parle bien d'élections départementales qui permettent d'élire des conseillers départementaux qui siègent dans des conseils départementaux pendant un mandat de 6 ans. Ces élections ont toujours lieu en même temps que les élections régionales afin d'éviter une mobilisation des électeurs trop récurrente. Aussi, si vous avez voté aux dernières élections départementales, vous avez donc permis l'élection d'un conseiller départemental et d'une conseillère départementale au sein de l'Assemblée délibérante du département, le fameux conseil départemental. Encore faut-il que vous remplissiez toutes les conditions pour voter et qu'il y ait des candidats pour voter. Pour être électeur, vous devez remplir les mêmes conditions que pour les élections communales, à savoir avoir plus de 18 ans, jouir de vos droits civils ou politiques, a priori tout citoyen dispose automatiquement de ses droits sauf si un juge les lui a retirés, être inscrit sur une liste électorale d'une commune du département. L'inscription sur liste électorale nécessite un attachement particulier à la commune, c'est-à-dire que vous devez y habiter ou encore y payer vos impôts. Je vous laisse regarder la vidéo sur les élections communales qui s'affiche ici pour plus de détails sur le sujet. Être de nationalité française. A noter que les personnes de nationalité étrangère, qu'elles aient la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou non, ne peuvent pas voter pour ces élections. Pour rappel également, les ressortissants des pays de l'Union européenne ne peuvent voter en France qu'aux européennes, ce qui est assez logique, et aux élections communales. De l'autre côté, les candidats aux élections départementales doivent être inscrits sur une liste électorale quelque part en France, c'est-à-dire qu'ils doivent remplir toutes les conditions déjà énoncées pour être inscrits sur liste électorale. Ils doivent être domiciliés dans le département ou y être inscrits au rôle des contributions directes. Autrement dit, il faut payer des impôts sur le territoire départemental. S'y ajoute un certain nombre de critères d'inéligibilité qui permettent de s'assurer que les candidats seront bien libres et indépendants en tant qu'élus. Par exemple, le préfet du département ou le recteur d'académie ne peuvent pas être candidats. De même pour un certain nombre de hauts fonctionnaires d'État ou de fonctionnaires territoriaux qui travaillent pour le conseil départemental. Sinon, la voie est libre, la vie démocratique vous appartient, vous serez peut-être la prochaine ou le prochain conseiller départemental. Pour cela, il ne reste plus qu'à découvrir les règles du jeu, c'est ce qu'on appelle le scrutin. Comme on a déjà pu le voir, les différents modes de scrutin peuvent s'expliquer au travers de 4 grands paramètres électoraux. Le zonage, les candidatures, l'organisation du scrutin, avec en particulier le nombre de tours, et le mode de désignation du vainqueur. Commençons par le premier critère, le zonage des élections. Pour ces élections, chaque département est subdivisé en cantons, qui élisent chacun 2 conseillers départementaux qui siégeront au conseil départemental. À titre de comparaison, les élections communales n'ont pas de subdivision. Tous les électeurs des communes votent pour les mêmes listes, qui vont ensuite se répartir entre eux les sièges du conseil municipal. Ici, c'est donc différent, chaque département est subdivisé en plus d'une dizaine de cantons, et les électeurs de chaque canton vont donc voter uniquement pour les candidats qui se présentent au niveau de leur canton. On sait depuis longtemps que la manière de découper le territoire peut avoir des conséquences très importantes sur l'issue du vote. Ainsi, un découpage purement géographique, avec des cantons qui ont toute la même taille, favorise très fortement les campagnes, puisqu'une population urbaine concentrée sur un petit territoire aura autant de poids qu'un territoire très peu dense. Après le premier grand découpage de 1790,
C'est celui de 1801 avec 2916 cantons qui a perduré le plus longtemps. Basé sur des critères principalement géographiques, la tendance a été au fil du temps de rajouter des cantons en milieu urbain afin d'opérer un rééquilibrage démographique, jusqu'à atteindre plus de 4000 cantons, mais sans jamais qu'il n'y ait de refonte globale. Bien oui, il faut voir qu'on préfère toujours un statu quo plutôt qu'un risque de déséquilibrage politique massif. Il a fallu attendre que les départements soient menacés de mort en 2010 pour qu'un sursaut réformateur s'attaque finalement à ce découpage. La loi de 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux municipaux et communautaires a donc refondu le découpage de ces cantons sur des bases essentiellement démographiques, allant de 9 cantons pour le territoire de Belfort jusqu'à 41 cantons dans le département du Nord, pour un total de 2054 cantons en France, soit 2 fois moins qu'auparavant. Mais vous imaginez bien que si on voulait sauver les départements, on n'allait pas d'un coup réduire de moitié le nombre de conseillers départementaux. On va plutôt fonctionner par binôme. Deuxième spécificité et originalité, les candidats doivent se présenter par binôme femmes-hommes, présentés par ordre alphabétique. Avant la réforme de 2013, le scrutin était uninominal, ce qui signifiait que chaque canton désignait un vainqueur unique qui pouvait siéger au conseil général. Avec la réforme de 2013, le nombre de cantons a été globalement divisé par deux, mais avec l'élection de 2 conseillers départementaux par canton. Le nombre d'élus départementaux n'a donc pas fondamentalement changé, puisque de manière très schématique, on est passé d'un système où des petits cantons élisaient un unique élu, à un système avec des cantons 2 fois plus grands qui élisent en réalité 2 élus. 2 conséquences importantes de ce vote départemental. Les élections départementales étant les seules élections locales qui ne soient pas par liste, les élus ont la particularité de se faire élire sur leur nom propre, ce qui peut changer les rapports de force au sein du conseil départemental, en comparaison des conseils municipaux par exemple, qui se structurent davantage autour de logiques de liste. Deuxième élément, ce système paritaire unique en son genre met particulièrement en avant et à égal niveau les candidatures masculines et féminines, tant dans la campagne électorale qu'au sein des conseils départementaux. A noter que pour cela, les candidats et leurs suppléants sont de même sexe, pour permettre de conserver la parité en cas de démission. Côté organisation, le scrutin s'organise en 2 tours, selon une règle de majorité. Si un binôme obtient plus de 50% des voix au premier tour, on vérifie que l'ensemble de ces voix représente au moins un quart des électeurs. Si c'est le cas, le binôme obtient un aller simple pour le conseil départemental. Si ce n'est pas le cas, on organise un 2e tour à la majorité relative, avec tous les binômes qui ont obtenu plus de 12,5% des voix au premier tour. Mais alors, que se passe-t-il en cas d'égalité stricte entre 2 binômes? Plouf plouf, papier caillou ciseaux? Eh bien non, c'est le binôme qui comporte le candidat le plus âgé qui l'emporte. Alors qu'on se le dise, c'est un point qu'on peut toujours discuter, mais c'est un cas qui reste extrêmement rare. Je n'ai pas connaissance d'une élection départementale où 2 binômes ont déjà eu exactement le même nombre de voix. Mais il faut une règle simple, et on comprend qu'ici, on peut donner une petite présomption de compétence au candidat le plus âgé. Dernier critère, la désignation du vainqueur. Ce mode de scrutin a l'avantage de permettre une répartition extrêmement simple des sièges. Chaque binôme ayant remporté les élections dans leur circonscription occupe de sièges au conseil départemental. Voilà. C'est tout. Si on reprend l'ensemble de ces critères, on parle de scrutin binominal, paritaire, à 2 tours par canton. Le conseil départemental est donc complet et pourra se réunir régulièrement pour prendre les grandes décisions au nom et pour le compte des citoyens du département. Seulement voilà, le conseil départemental ne pourra pas agir seul, à moins de se réunir quasiment tous les jours, ce qui n'est matériellement pas possible pour les élus. Le conseil départemental va donc constituer ce qu'on appelle un exécutif. Les conseils départementaux vont élire un ou une chef qu'on va appeler président ou présidente de département lors du premier conseil départemental, présidé par le doyen en âge. Et oui, encore cette notion de présomption de compétence, mais qui est ici doublée d'un 2e poste octroyé par âge, puisque c'est le plus jeune des membres du conseil qui fait fonction de secrétaire. Pour cette élection du président ou de la présidente, le conseil départemental va effectuer un premier vote à la majorité absolue, afin de désigner le président ou la présidente du conseil départemental. Si aucune majorité ne se dégage, un 2e tour est effectué toujours à la majorité absolue. Et c'est seulement si aucune majorité absolue ne se dégage qu'un 3e vote est effectué à la majorité relative. L'idée est ici de donner une légitimité forte au chef ou à la chef de l'exécutif qui va devoir préparer les décisions qui seront présentées au conseil, les exécuter,
ou encore qui va représenter la collectivité à l'extérieur. Mais de même que pour le maire d'une commune, le président ou la présidente a besoin de monter une petite équipe pour l'épauler dans ses fonctions exécutives. On parle alors de vice-président ou vice-présidente, et non d'adjoint comme pour les communes, mais le principe est exactement la même chose. Ils sont d'ailleurs élus dans les mêmes conditions que dans les grandes communes. Le conseil départemental fixe le nombre de vice-présidents et vice-présidentes. Les conseils départementaux volontaires vont alors pouvoir constituer des listes qui vont s'affronter afin de briguer les postes de vice-présidence. Le conseil départemental va alors faire un premier vote pour élire une première liste de vice-présidents. Ce vote s'effectue à la majorité absolue. Si aucune liste n'obtient la majorité absolue, ce qui est très rare, un deuxième tour a lieu toujours à la majorité absolue. Le troisième tour s'effectue à la majorité relative. La liste gagnante remporte la totalité des sièges. Et là, vous vous dites qu'on en a fini avec les départements. Eh bien pas du tout! C'est sans compter l'arrivée d'un nouvel organe politique très particulier, j'ai nommé la commission permanente. Je vous le dis, avec les collectivités territoriales, on ne s'ennuie jamais. Dernière conséquence indirecte de votre vote, le conseil départemental doit élire les membres de cette commission qui a pour objectif de gérer les affaires courantes pour le compte du conseil départemental. C'est une sorte de task force, de petite équipe qui se réunit plus régulièrement que le conseil départemental pour gérer le quotidien du département. Une sorte de V2 du conseil en plus petit si vous voulez. Les candidats doivent constituer des listes composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Le scrutin étant alors un vote proportionnel à un tour. La liste qui fait 40% des voix obtient 40% des sièges, etc. jusqu'à occuper tous les sièges. Le scrutin proportionnel permet ici de maintenir au sein de la commission permanente les équilibres politiques et territoriaux présents au sein du conseil départemental. Dans les faits, dans de très nombreux départements, la totalité des conseillers départementaux forment une liste unique et siègent donc également à la commission permanente. Ce qui n'est pas tout à fait le but recherché originellement. Mais bon, c'est comme ça. Cette fois-ci, ça y est, on a fait le tour. J'espère avoir pu vous faire toucher du doigt les quelques spécificités de ces élections départementales que je trouve passionnantes. Mais si le mode d'élection de ces élections est particulier, il faut surtout se rappeler pourquoi ce vote est important. Les départements disposent d'une compétence forte en matière de solidarité territoriale. C'est-à-dire que leur mission consiste à relier les gens entre eux, que ce soit via leurs compétences sociales, attribution du RSA, compétences d'insertion, protection de l'enfance, certification des assistantes maternelles, etc., ou la gestion des routes départementales ou encore des collèges. Avec la décentralisation, on considère que ce sont les citoyens qui doivent s'organiser pour mener cette solidarité territoriale, en élisant parmi eux les représentants chargés de mener ces politiques en leur nom. Peut-être encore plus pour ce type de compétences de solidarité, les départements ont besoin d'avoir un ancrage démocratique et territorial fort. Cet ancrage passe par ces élections, mais pas uniquement. Il s'exprime aussi par un lien fiscal avec les citoyens, c'est-à-dire par des impôts payés directement au département. Lien qui tend cependant à se détendre à chaque réforme fiscale. Il s'exprime enfin à chaque fois qu'un département développe un service public pour sa population ou cherche à renforcer une identité départementale sur son territoire. Cette question de lien me semble donc assez essentielle et je serais d'ailleurs assez intéressé de savoir comment vous percevez votre lien avec votre département. Est-ce que vous vous sentez lié à son nom? Vous vous présentez parfois comme savoyard, iconais ou réunionnais? Ou bien peut-être ne sentez-vous aucun lien particulier avec votre département? Ce qui est possible. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire YouTube de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. En attendant, merci d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Rideau.